Je présente tout d'abord August Sorin-Podar, qui a commencé ses études à l'université de Cluj-Napoca, à la faculté de philosophie à la faculté de théologie orthodoxe, pour réaliser ensuite une thèse de doctorat à la faculté de théologie catholique de l'université de Strasbourg. Une thèse soutenue en 2011 intitulée « Une lecture phénoménologique matérielle du commentaire du Pater de Saint-Maxime le Confesseur ». Il nous parlera aujourd'hui de Jean-Luc Marion, lecteur de Michel Henry. Merci. Il me revient à moi aussi de remercier personnellement Jean-Luc Marion de sa présence si précieuse au milieu de nous et si vivante, de remercier en particulier Christian en tant qu'organisateur de ce colloque et de l'honneur qu'il me fait de m'avoir demandé d'intervenir en l'occurrence sur Jean-Luc Marion, lecteur de Michel Henry. Pour commencer, je crois que tout lecteur de Marion sera parfaitement d'accord en disant qu'il est incontestable que le nom et l'œuvre de Michel Henry occupent une place importante dans le travail philosophique de notre auteur. Il est un repère, quoique peut-être un petit peu plus discret que Lévinas. Il reste donc à nuancer cette importance qu'il faudra mesurer à l'influence et au rôle que la phénoménologie matérielle joue ou ne joue pas, ou ne joue pas assez dans la phénoménologie et le travail philosophique général de Jean-Luc Marion. Il faut rappeler aussi le geste plein de reconnaissance de Jean-Luc Marion dans l'avant-propos de l'Évolution et des Nations, où il a senti nécessaire de dire enfin à Michel Henry combien ont soutenu sa fidèle amitié et son exemple de probité philosophique. Je crois que c'est très important. Mais au-delà de cette indiscutable, très profonde et très sincère amitié qui relie les deux auteurs, il y a aussi un rapport de maître à l'élève qui s'installe, un maître reconnu comme tel, un élève qui se reconnaît comme tel, un élève éminent, mais qui ne deviendra tout de même jamais un disciple. Et sur ces différences-là, entre le rapport entre maître-élève et maître-disciple, je renvoie à un passage déterminant de la rigueur des choses. Comment Jean-Luc Marion n'est jamais devenu un disciple de Michel Henry? Voilà, il s'agira de suivre cette lecture en trois parties, suivant d'ailleurs la tripartition des œuvres de Jean-Luc Marion. D'abord un premier point sur Descartes, sur la question du cartésianisme, un deuxième tout aussi problématique à mon avis sur la question de la phénoménologie, et peut-être si on a le temps à la fin, une petite vite remarque sur la question un petit peu plus théologique. Si on reprend attentivement les textes de Genèse, on observera que sur l'ontologie grise de Descartes, ainsi que sur la théologie blanche de Descartes, ne font en effet aucune référence à Michel Henry. Et c'est tout à fait compréhensible car Michel Henry lui-même ne livre son Descartes qu'avec le texte décisif de la généalogie de la psychanalyse, dont on a dit hier soir que vous êtes l'inspirateur du titre définitif. L'approche de Marion, l'enquête que mène Marion dans ce premier texte, très riche sur Descartes, commence donc indépendamment et ne concerne pas du tout le commencement au sens henrien du cartésianisme. L'approche de Marion n'est pas stricto sensu phénoménologique, encore moins une approche guidée par la phénoménologie de l'essence de la manifestation et sa première application dans le Marx de la même époque. Pour aller donc voir quelle est cette lecture, il faudra se tourner vers cette étude désormais classique, Générosité et phénoménologie, parue en 1998 dans les études philosophiques et repris comme chapitre 5 des questions cartésiennes. L'étude se déploie comme une lecture critique de la lecture henrienne de Descartes. Certes, Marion dira modestement qu'il s'agit uniquement de remarques sur l'interprétation henrienne, ne se proposant en aucun cas d'esquisser un examen de la phénoménologie matérielle, ni même d'en tester la pertinence dans l'herméneutique cartésienne en général. Ce serait d'ailleurs inutile car Michel Henry lui-même indique clairement comment le cartésianisme du commencement perd toute pertinence pour le cartésianisme en général. Et déployer ainsi dans cette enquête un hommage, en forme tout de même d'examen à la phénoménologie matérielle, je cite Jean Marion, à cette pensée puissante de Michel Henry, qui nous livre la possibilité d'une phénoménologie plus radicale, je cite encore, que celle que permet l'intentionnalité. Or, malgré l'aspect positif de telle affirmation, on peut repérer tout de suite quand même une réserve de Jean-Luc Marion,
Et elle est liée à plusieurs interrogations que cette interprétation en lien du cogito ergo sum soulève. La première concerne directement le travail global de Michel-Henry, car il s'agit de se demander si une phénoménologie non intentionnelle est-elle seulement possible. Certes, Marion aurait pu poser cette question de manière encore plus frontale. Est-ce qu'une phénoménologie matérielle est-elle simplement possible? Or, Marion n'entend pas répondre frontalement dans le cadre de cet article à une question aussi épineuse, car, pense-t-il, la question ne relève pas de son propos à cet endroit strictement cartésien. Michel-Henry, quant à lui, répondra en 92 en indiquant la phénoménologie non intentionnelle comme la tâche à venir pour toute phénoménologie future. Mais si Marion ne répond pas, c'est parce qu'il aurait fallu effectivement s'en expliquer plus longuement et plus polémiquement peut-être avec la phénoménologie matérielle au moment même où il était en phase terminale de sa propre réduction et donation, où la phénoménologie matérielle est aussi complètement passée sous silence. Et pourtant, s'en expliquer avec la phénoménologie matérielle non intentionnelle, c'est exactement ce que fait Marion en donnant une réponse à une deuxième interrogation soulevée par l'interprétation originelle à travers la réponse à une troisième interrogation. Je cite. Le débat entre plusieurs types de phénoménologie peut sans doute s'aborder par référence à l'interprétation de la cogitatio cartésienne, mais rien n'indique encore positivement qu'il s'agisse, avec l'auto-affection de la pensée, d'un enjeu proprement cartésien. Enfin, peut-on identifier un cogito ergo sum absolument non intentionnel dans le texte cartésien? Michel-Henry semble en douter le premier, qui dénonce avec sagacité la mécompréhension par Descartes lui-même de sa découverte la plus profonde au bénéfice d'un primat de la représentation à laquelle il aurait finalement succombé sans retour. La seconde interrogation qui est de droit suppose la troisième qui est de fait, et c'est pour cela même que Marion entend répondre à cette deuxième interrogation, tout aussi épineuse que la première, en proposant donc de rechercher aussi dans les textes de Descartes si, donc, dans les textes de Descartes, peut se révéler une détermination non extatique, non représentative et non intentionnelle de la cogitation. On connaît pour la suite le fil rouge de la proposition marionienne sur la passion de soi-même. En poursuivant l'herméneutique cartésienne de Michel-Henry au-delà du point où il a déjà conduit, elle aboutira à la générosité comme dernière formulation du cogito ergo sum, mieux, je cite encore, la seule rigoureuse et donc la plus indubitable. Elle sera reprise dans le dernier livre dans lequel vous avez voulu finir avec Descartes, sur la pensée passive, exactement avec cet aspect de la générosité. Et personnellement, je crois que la figure de la générosité est une des plus pertinentes pour la question de l'auto-affection. Parce que seule l'auto-affection est généreuse. Mais c'est au-delà m'intrigue. Et je me demande s'il ne s'agit pas là d'une différence dans la compréhension entre vous et Jean-Louis Marion, entre vous et Michel-Henry, une différence de compréhension de ce que c'est finalement l'auto-affection. Est-ce que, par exemple, Michel-Henry aurait pu dire de la passion en tant qu'aperceptio primordiale, la passivité insurmontable de l'apparaître à l'égard de lui-même, son auto-affection immanente qui fait de lui ce qu'il est, l'originel s'apparaître à soi de l'apparaître, la pensée, je cite la généalogie de la psychanalyse. Est-ce que cette passion, qu'elle est donc de l'ordre privilégié, exceptionnel, ou, je vous cite, quelquefois l'âme cause ces passions, que souvent, mais non toujours, où l'âme peut bien, dans certains cas exceptionnels, causer ses propres passions, sans objet extérieur, et ainsi, à strictement parler, elle s'affecte bien elle-même et elle seule, souffre de la passion de soi, bref, s'auto-affecte. Car on sait très bien que pour Michel-Henry, l'autodonation pathétique de la vie, l'auto-affection, qu'il déchiffre dans le cogito cartésien du vide et l'evideur, est plutôt de l'ordre d'une éternelle venue en soi de la vie, sans discontinuité aucune. Et là, je cite Michel-Henry. Au-delà de cette différence sur la question de l'auto-affection, je crois que, dans un cadre plus général, il s'agit de se demander comment articuler la lecture de Michel-Henry de Descartes, où il voit donc un commencement perdu, comment articuler cette lecture avec la vôtre, la dernière, où il s'agit plus de voir un ou deux commencements, mais un troisième, avec une question précisément qui aurait pu donner place à peut-être un petit peu plus de Michel-Henry
sur la passivité de la pensée chez Descartes, qui n'est cité qu'une seule fois dans une note, précisément pour signaler cette radicalité de sa lecture. Je passe à la question phénoménologique, et je commence par cette question essentielle de la réduction. Pour Marion, la troisième réduction devrait s'imposer de par son travail même d'historien de la philosophie appliqué à l'histoire de la phénoménologie. Je cite étant donné. Or, que voyons-nous chez Michel Henry précisément, si ce n'est que cette troisième réduction n'est désignée que par le nom d'un quatrième principe de la phénoménologie. Pour le dire simplement, le problème que rencontre Michel Henry avec l'œuvre de Persée qu'est réduction et donation est l'impossibilité de toute réduction à la donation pure de l'autre donation du sentier primitif. De par l'indétermination que Michel Henry signale aussi concernant le quatrième principe, Michel Henry laisserait entendre qu'il ne s'imposera qu'au prix d'un accomplissement matériel, faute de quoi il répéterait les difficultés des autres principes de la phénoménologie historique. Malgré ces premiers désaccords principiels, cela n'empêche pas Marion de dire toute sa dette et sa gratitude envers Michel Henry, lui qui a ainsi, dès le début, vraiment désigné ces désaccords. Est-il légitime, pourtant, comme si ces désaccords avaient été réellement surmontés, de conclure de l'ouverture étant donné que ce nouveau principe est plus adéquat que les autres principes proposés à la phénoménologie parce qu'enfin terminé? Certes, ce quatrième principe, comme troisième réduction, a conduit Marion à thématiser explicitement, je cite encore, une nouvelle définition plus large et plus élémentaire à la fois du phénomène, non plus comme objet, ni comme étant, mais comme donnée. Mais qu'en est-il de la phénoménalité originaire de ces phénomènes, ou plus rigoureusement, si cette phénoménalité est à juste titre celle de la donation, quel est le statut phénoménal de la phénoménalité des matrices et phénomènes? Pourrait-on voir dans ces phénomènes saturés, dans la décision de Marion de ne s'en tenir qu'à des phénomènes, ces phénomènes que la troisième réduction permet seule, je cite encore étant donné, de mettre en scène une sorte de phénoménologie matérielle, certes matérielle, car Marion laisse croire que la phénoménologie matérielle elle-même approfondit la phénoménologie de la donation et donc la prouve, mais finalement une phénoménologie matérielle tout de même un peu spéciale car elle n'accomplit peut-être pas la tâche de la non-intentionnalité. Spéciale car finalement la phénoménologie matérielle ne se voit appliquer, si application il y en a, qu'à un seul phénomène, celui de la chair, le phénomène naturel et paradoxal de la chair. Mais en ce cas-ci, sans aller aussi loin que la phénoménologie henrienne, dans la radicalité de l'accès au phénomène à partir de la phénoménalité de la vie, et sa différence ontologico-phénoménologique d'avec l'horizon mondain de la donation des phénomènes, n'est-elle, la phénoménologie de la donation, finalement qu'une phénoménologie matériellement spécialement grise? Grise car, tout en assumant l'auto-affection henrienne pour la saturation de la chair, elle n'assume pas jusqu'au bout les résultats de la duplicité de l'apparaître qui démontrerait à la phénoménologie de la donation une duplicité de la donation. Marion reste volontairement en deçà d'une telle réduction radicale, celle qui chez Henry s'exténue par la mise en place de la duplicité de l'apparaître. Mais non sans en proposer une autre, la remplaçant du proposer donc la sienne, qu'il souhaite et qu'il nomme aussi comme radicale, voire encore une fois la seule radicale. La question est de savoir s'il ne réalise, ce faisant, une sorte de détournement marionien de la phénoménologie matérielle. Certes, à la suite de Michel Henry, Marion se doit aussi de douter des trois premiers principes de la phénoménologie, douter de leur cohérence et surtout de leur accès à la manifestation. Mais se doute-t-il enfin, en fin de compte, Marion, surtout après l'étude de Michel Henry, de son propre principe? Se doute-t-il surtout matériellement, après l'indétermination que Michel Henry lui signale, indétermination dont le nom est rien de moins que celui de l'absence de duplicité, de la donation, de l'appareil? Visiblement non, et c'est de là sans doute que naît le merveilleux projet du triptyque phénoménologique de Marion. Non, car malgré les mises en garde de Michel Henry, à partir de ce moment-là, la formule présentée en conclusion de réduction et de donation est élevée par Marion au rang du principe de la phénoménologie. Certes, et c'est là encore que nous pouvons voir en acte la reconnaissance envers Michel Henry,
car Marion indique clairement n'avoir osé une telle élévation si, je cite, Michel Henry ne l'avait validé dans son commentaire. Mais toute la question est de savoir quel est le contenu effectif d'une telle validation par Michel Henry, et que Marion répond. Validation par Michel Henry, historiquement, d'un quatrième principe, un dernier plus adéquat, comme vous le souhaitez. Ou validation par Michel Henry du point de vue du concept, cette fois-ci, d'un quatrième, mais enfin, le principe, le dernier historiquement, mais le premier du point de vue du concept. Il me semble qu'il n'est pas sûr du tout que Michel Henry dépasse dans son commentaire la validation strictement historique. Mais cela n'empêche pas Marion de réclamer plus à Michel Henry. Lisons la suite de la note. Je cite. En fait, on pourrait aussi bien se référer à Michel Henry lui-même pour reconnaître le rôle principiel, je souligne, de la donation. Et vous citez, page 74 de Philologie matérielle. C'est parce que celle-ci, XCIT, appartient en tant que son autodonation à toute donation, quelle qu'elle soit, qu'un étant quelconque peut avoir dans ses donations, et par elle seulement, en tant que phénomène, un soi. Il me semble tout de même très difficile de justifier un principe comme d'autant plus de réduction, d'autant plus de donation, à partir du texte henrien invoqué. L'usage qu'en fait Marion montre clairement qu'il ne tient l'autodonation de l'ipséité qu'en tant que figure privilégiée, certes, en ce sens-là plus saturée, mais encore subordonnée de la donation, cette donation univoque, jusqu'aux dans ses divers degrés. Si la radicalité du principe en rien, je mets principe parce qu'il n'en parle jamais de principe, je mets donc c'est la radicalité du principe en rien, peut être formulée par une expression comme autant de duplicité de l'apparaître, autant d'essence de la manifestation. À ce moment-là précis, on peut, à partir de ce principe, que difficilement se référer à Michel Henry pour reconnaître le rôle principiel de la donation, car ce rôle principiel est accordé par Michel Henry à l'autodonation, sur le fond de laquelle tout étant donné quelconque peut avoir un soi en tant que phénomène, dans cette donation de soi, à partir de l'autodonation d'un soi et par elle seulement. Serait-il donc possible que Henry valide le principe phénoménologique, le quatrième, celui de Marion, par son indétermination même? Non, évidemment non, mais alors la lecture de Henry par Marion ne tient que par et avec le prix d'une distorsion, à son avantage, certes, de la lecture par Henry lui-même de l'essai phénoménologique de Marion. S'il s'agit donc pour Marion d'une contre-méthode, ce sera une méthode finalement aussi contre la radicalité henrienne et donc aussi un détournement de la duplicité de la donation. Tout cela m'amène à deux questions. Y a-t-il le risque par la confusion de ces deux structures phénoménologiques d'un monisme ontologique de la donation elle-même? Est-ce qu'il faudrait, si c'est le risque, le contrebalancer par un principe, le remplacer par un autre principe qui serait d'autant plus de réduction, d'autant plus de duplicité de la donation? Faudrait-il saturer la saturation marionienne par l'excès d'une non-intentionnalité sur l'excès de l'intuition sur l'intention? Je passe volontairement sur tout ce que je puis analyser sur la question de la chair et de la naissance. La chair en particulier me paraît assez problématique, surtout où ça revient textuellement dans De surcroît, cette confusion entre l'hétéro et l'autre affection. Pour en arriver donc à une question, une remarque, plutôt sur l'aspect théologique, en sachant que le nom de Michel Henry, dont les écrits strictement théologiques n'apparaît pas du tout, et c'est peut-être tout à fait normal, historiquement, parce que le triptyque henrien intervient arrive plus tard, et en même temps, en tant que très fin lecteur, Jean-Luc Marion décèle très bien que dès le sens de la manifestation, Michel Henry n'a aucune raison d'éviter à comparer la vie à Dieu, et dans l'article que vous avez fait pour le dossier H
chez l'âge d'homme, qui est repris en figure de phénoménologie. Voilà, vous citez étant l'essence de la manifestation, page 481. En même temps, de ce point de vue, peut-être que Dieu, en tant que vie, devance en quelque sorte la problématique de Dieu sans l'être, mais c'est très difficile d'assumer une éventuelle identification entre Dieu sans l'être et la vie phénoménologique absolue, quoique Michel Henry lui-même, dans une note à la page 198 de C'est moi la vérité, assume le fait que l'absurde subordination de Dieu à l'être, c'est la subordination de la vérité de la vie à celle du monde, mais là aussi, il s'agit finalement d'une duplicité de l'apparaître. Donc si pour Michel Henry c'est peut-être plus facile de récupérer ces définitions de la vie phénoménologique absolue en tant que Dieu sans l'être, il me semble quand même beaucoup plus problématique pour Jean-Luc Marion d'assumer la définition de Dieu comme vie phénoménologique absolue pour le Dieu sans l'être. Et cette question est plus claire à mes yeux à partir d'une remarque donc, au lieu de soi, où, bien sûr, il s'agit de l'ego, il s'agit de dire que l'ego n'est pas lui-même par lui-même, ni même par auto-affection, mais c'est précisément à cet endroit que il me semble que Jean-Luc Marion refuse ce que, du point de vue strictement théologique, Henry fait par un dédoublement du concept d'auto-affection. Il me semble qu'avec toutes ces questions, il devient assez clair que Jean-Luc Marion partage beaucoup de choses avec Michel Henry pour que peut-être dès le début, ils arrivent à se départager tout aussi bien. Dans ma conclusion, je dirais que oui, finalement, il me semble que Marion n'est pas un disciple de Michel Henry. Il n'a d'ailleurs jamais revendiqué ce statut et sans doute il ne le fera jamais. Et s'il est tout de même un grand élève, que le maître d'ailleurs affectait d'une grande amitié, le risque de ce statut d'élève est tout de même de devenir, à un moment donné, sinon de l'être depuis peu les débuts, un élève, je maîtrise mes mots, un élève hérétique. Mais, si c'est le cas, l'élève ne devient hérétique parce qu'il a tenu le maître comme potentiellement à la limite d'une hérésie, qui n'est pas celle de la matérialité de l'auto-affection, mais peut-être précisément celle de la duplicité de l'apparaître. Dans quel rang d'ailleurs, c'est ma question, vous rangerez le style de Michel Henry? De ce point de vue, donc, il serait un maître dépassable, à tout le moins inassumable dans toute sa radicalité. Et à mon avis, c'est ainsi que s'expliquerait peut-être l'écart que le maître et son élève instituent réciproquement, car le maître n'approuvera jamais entièrement les hypothèses de l'élève, tout en s'y référant les mettant en avant, et l'élève ne sait pas encore vraiment expliquer entièrement avec la phénoménologie du maître qu'elle met pourtant largement à contribution dans le déploiement de son propre développement. Pourtant, leur lecture réciproque les montre, ils demeurent tous les deux des phénoménologues autonomes. Et je reprends ici l'expression de Xavier Thiette, qui fait dans une revue de phénoménologie au Portugal une présentation de vous deux en vous présentant comme deux phénoménologies complètement autonomes. Je vous remercie.